OK. Bon, alors, Chris, je crois qu'on peut commencer. Ok, OK. bonjour à tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Juste me faire signe, s'il vous plaît. Oui, ça Ok. va? D'accord. Bonjour à tout le monde. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce webinaire. Je suis Chris Emmanuel Tchatchouang, étudiant à l'Université Laval en système d'information organisationnelle. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour le webinaire sur l'IA et le futur dans les professions, les enjeux et les actions qu'il faut mener. OK. Donc, imaginez-vous lorsque vous avez affaire, vous avez dans la foresterie des enjeux liés à la protection de l'environnement ou à l'identification de certaines essences. Vous avez la possibilité actuellement d'accéder à ces données via de la technologie, notamment de l'intelligence artificielle, qui va, elle, faire, qui va poser beaucoup d'actes qui étaient jusqu'ici posés par les êtres humains. Imaginez-vous, dans un hôpital, lorsque vous voulez vous faire consulter, vous avez affaire à un robot qui va prendre vos paramètres et qui va jouer le rôle de votre infirmière. Vous avez une consultation juridique à faire et la personne qui vous tient la main au quotidien à la place de l'avocat, c'est un robot. Quel est votre sentiment? Qu'est-ce que vous ressentez? Quel est l'enjeu pour les professions, pour les professionnels? C'est à ces questions, ces différentes questions, que nous allons essayer d'apporter quelques éclaircies dans ce webinaire aujourd'hui. Donc, pour la présentation, je serai assisté des experts Francis Fortier, Monsieur Francis Fortier, qui est membre du Conseil interprofessionnel du Québec, et de la professeure Jacqueline Corbett, enseignante titulaire à l'Université Laval au département de système d'information organisationnelle. Et le travail sur l'impact, notamment dans ce projet, je travaille sur l'impact de l'IA ou plus généralement de la technologie sur les organisations et sur les individus. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à notre webinaire. Notre webinaire, lorsque vous aurez des questions, vous pourrez les poser une à une dans la file de discussion et par la suite, nous tenterons d'apporter des éclaircies au fur et à mesure du webinaire. Donc, nous allons directement commencer. Monsieur Fortier, pourquoi est-ce qu'il est important pour les professionnels de pouvoir considérer la question de l'implantation de l'IA dans le système professionnel? Oui, bonjour tout le monde dans un premier temps. Pour répondre à cette question-là qui est extrêmement complexe, je pense que Chris Emmanuel a avancé certains éléments déjà. On peut déjà voir que, il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui commencent à se mettre en place et les SCA, donc les systèmes d'intelligence artificielle. Je pense qu'on peut s'attendre au cours des prochaines années de voir probablement une accélération assez importante de leur déploiement, à la fois dans notre société, mais aussi dans l'ensemble de la pratique professionnelle québécoise et même à travers le monde. Si c'est possible, Chris Emmanuel, on peut rester sur la première question, puis on peut remonter un petit peu. Il y a un petit côté de divulgateur dans le processus, donc je vais rester un petit peu sur le plan de la présentation, mais je vais essayer peut-être faire un petit aparté avant de vous présenter les différents éléments que j'aimerais auquel je voudrais vous entretenir aujourd'hui. Donc, comme je disais, on peut penser qu'il va y avoir une accélération des outils qui vont être disponibles dans la pratique professionnelle dans notre société en général. Puis, on le voit, il y a de plus en plus d'acteurs qui commencent à réfléchir aux différents impacts qui peuvent exister de l'intelligence artificielle. On peut parler du remplacement des emplois, des pertes d'emplois, la protection des données. On parle aussi des biais algorithmiques. On réfléchit aussi à l'éthique by design. Tous ces éléments-là, évidemment, sont des enjeux qui sont sociaux
sociétaux qui dépassent qu'est-ce que peuvent être les préoccupations dans la pratique professionnelle. Et c'est peut-être là que j'aimerais peut-être vous entretenir un petit peu plus sur quelle est la particularité, donc la question auquel faisait référence Éric Emmanuel. Est-ce qu'il y a une particularité du système professionnel à réfléchir avec ces enjeux-là qui sont très macro, évidemment? Et je crois que pour pouvoir répondre à la question, il faut savoir que, donc, dans un premier temps, on parlait qu'il y a une réalité de l'implantation des SIA, mais de l'autre côté, il y a une autre forme de réalité qui est la réalité très spécifique des ordres professionnels dans lesquels ils gravitent, puis on va le voir dans le système, dans le système en général de l'implantation des systèmes d'intelligence artificielle dans le travail, ça demeure quand même assez peu normé et assez peu réglementé. On voit qu'il commence à avoir de plus en plus des réglementations, mais ces réglementations-là vont toucher des pans très, très, très généraux. On va parler en grande partie de la protection des données et également aussi, de plus en plus, on le voit au Québec, en Europe, même dans le Canada, au niveau des peut-être des décisions automatisées. Donc, ces éléments-là commencent à être mis en place, mais ça demeure très peu normé. Et de l'autre côté, on a le système professionnel qui, lui, est beaucoup plus normé et très encadré. Donc, si on veut répondre à la question de voir comment vont venir cette dimension d'imbrication-là de ces deux réalités-là, donc une peu normée et très normée et encadrée, il faut, dans un premier temps, et c'est là que je vais passer dans le plan de la présentation, il faut, là, je vais y aller très, très, très brièvement, je n'ai pas beaucoup de temps, puis l'autre chose aussi, c'est simplement pour qu'on puisse être au diapason et ensemble avoir des points de référence communs du système professionnel québécois dans un premier temps. Donc, je ne vais pas faire un cours, je pense qu'on a besoin de plus que 45 heures et j'ai à peu près 10 minutes, donc on va y aller très, très, très brièvement. Ensuite, tout simplement parce que je suis du Conseil interprofessionnel du Québec, il y a peut-être des gens qui se demandent c'est quoi, je vais prendre le temps de l'expliquer très brièvement. Et je vais arriver à la dernière portion sur les préoccupations et démarches du CQ et des ordres professionnels concernant les impacts du numérique, qui va nous permettre de mettre la table éventuellement et comprendre pourquoi une telle étude est d'une importance capitale dans la réflexion qu'on doit avoir pour le système professionnel de l'implantation des SIA, donc l'étude qui va être présentée à la fois par Emmanuel et par Jacqueline, qui est comme je disais, quelque chose qui est très, très, très important. Donc, introduction au système professionnel. Donc, pardonnez-moi, vous pouvez aller à l'autre diapositive. On va. Donc, qu'est-ce que le système professionnel? Là, je vous parle simplement du système professionnel québécois. Une petite photo très, très, très rapide. On parle environ de plus ou moins 415 000 personnes qui exercent une profession qui est réglementée par un ordre professionnel au Québec. Et ce que vous voyez aussi, c'est que c'est majoritairement des femmes qui sont présentes près du 2 tiers. Il y a 3 grands secteurs d'activité qui est déterminé dans le système professionnel. On a dans un premier temps santé et relations humaines, le génie, l'aménagement et les sciences, ainsi que le droit à l'administration et affaires. Donc, vous allez voir que ces 3 éléments-là vont être repris dans l'étude. Si vous l'avez déjà vu, vous avez vu qu'on a déjà pris ces grandes analyses, ces grandes catégories-là pour en faire des analyses. Parce qu'on ne peut pas, comme vous voyez, il y a 55 professions réglementées, 46 professionnels. De prendre chacun des petits éléments, ça demeure l'apanage des ordres professionnels. Et si on veut le réfléchir de manière plus macro, si on allait sur l'ensemble des professions, ça pouvait poser certains problèmes. En grande partie parce qu'ils ont des réalités qui vont être différentes, qu'elles soient publiques, privées, est-ce que ce sont des personnes, des travailleurs autonomes. Donc, tous ces éléments-là vont éventuellement impacter sur la réflexion qu'on fait sur le système professionnel. Et je vous disais tantôt que c'est un système qui est assez encadré et réglementé. Vous voyez, on parle de 25 lois particulières, il y a plus de 800 règlements. Donc, ça existe de manière très importante depuis plusieurs années. Donc, le système professionnel a été mis en place à la fin des années 60. Donc, il existe, il est encadré et la pratique professionnelle est encadrée. Et pour une raison très spécifique, c'est à cause du rôle des ordres professionnels, qui est le rôle de la protection du public.
Mais les ordres professionnels du CQ ne sont pas les mêmes dans le système professionnel. Là, je vous montre un organigramme très, très, très rapide. On a évidemment l'Assemblée nationale. Il y a une série de lois qui vont être, donc, passons à la loi sur la santé et les services sociaux qui va avoir un impact sur la pratique professionnelle, mais il y a différentes lois. Donc, l'Assemblée nationale, il y a un ministre qui est responsable de l'application de ces lois professionnelles-là. Et on a juste en dessous l'Office des professions, qui, lui, est d'une certaine manière le délégataire de l'État sur de réguler les ordres professionnels, donc de voir si elles font leur travail adéquatement. Et il y a un va-et-vient aussi pour les 800 règlements, 25 lois particulières. Et on a aussi le Conseil interprofessionnel du Québec, que je vais revenir un petit peu plus tard, qu'on est dans l'organigramme et on est aussi institué par le Code des professions. Et on a également tous les professionnels, donc des 415 000 qu'on parlait tantôt. Donc, on peut aller à l'autre diapo. Je vous parlais de la protection du public. C'est quelque chose qui est assez difficile à définir comme concept, mais sur le terrain, on voit comment ça s'applique. Donc, ici, ça s'applique sous forme des rôles et responsabilités des autres professionnels. Donc, je vous en ai mis 6. C'est un petit peu plus large que ça, mais pour nous, ça nous permettait de pouvoir travailler aujourd'hui. Donc, on parle de contrôler la compétence et l'intégrité des membres. Donc, on va parler de la formation ici, d'assurer la surveillance de l'exercice de la profession, l'inspection professionnelle, réglementer l'exercice de la profession, parce que ce qu'il faut savoir, les règlements sont en général produits par les autres professionnels. Donc, comment la pratique doit être faite et balisée, les codes de déontologie. Gérer le processus disciplinaire, s'il y a une plainte, ils doivent recevoir la plainte du public pour éventuellement faire une enquête si jamais il y en a besoin. Favoriser le développement de la profession, souvent l'interrelation avec les établissements d'enseignement. Et le dernier, qui est le contrôle de l'exercice illégal et d'usurpation de titre, c'est-à-dire si jamais quelqu'un qui pratique un acte qui serait réservé à un professionnel et qui n'est pas membre de l'ordre. Donc, on pense quelqu'un qui pourrait vendre des médicaments et qui n'est pas pharmacien, il se retrouve à faire un exercice illégal et c'est à l'ordre de venir réguler tout ça. Donc, on va pouvoir aller à l'autre diapo pour la présentation du CIQ, donc du Conseil interprofessionnel du Québec. Donc, pour l'autre diapo, je vais donc tous les ordres professionnels sont membres du CIQ et ce sont les ordres professionnels qui sont, d'une certaine manière, les décideurs de notre organisation, donc par assemblée, des choses comme ça. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On est ce qu'on appelle la voix collective des ordres professionnels. Donc, on va être appelé à se prononcer sur des projets de règlement, sur des nouveaux règlements, mais toujours garder en tête que nous, on travaille dans une perspective systémique, donc qui va toucher l'ensemble du système professionnel. Donc, on ne va pas toucher, si ça touche simplement à un ordre, c'est à l'ordre et l'ordre demeure totalement autonome. Donc, c'est vraiment en termes sur des enjeux qui sont systémiques. Donc, les ordres décident ensemble. Cet enjeu-là touche beaucoup d'ordres et c'est le CIQ qui devrait le faire. Et c'est le cas avec la question de l'intelligence artificielle et du déploiement des SIA et des différents enjeux qui en découlent. Donc, si on en parle plus spécifiquement de ces enjeux-là à la prochaine diapositive, donc, mais même l'autre par la suite. On a parlé beaucoup de l'IA, mais la technologie n'est pas juste de l'intelligence artificielle. Au CQ, on a 4 grands piliers de réflexion. On va parler de l'usage des réseaux sociaux et en particulier, là, on le voit aussi, je ne sais pas si c'est la pandémie ou c'était là avant, mais il y a des usages qui dérapent sur les réseaux sociaux et les ordres professionnels doivent le baliser. Quelles sont les pratiques professionnelles qui sont acceptables pour les professionnels? Donc, on a vu certains enjeux. La protection des données, on a eu la loi 25 dernièrement qui n'est pas nécessairement directement affiliée avec une pratique numérique, mais on le sait, le télétravail, la protection des données fait en sorte que les données bougent de plus en plus vite et bougent sur des médiums qui ne sont plus papier, qui ne sont pas en fax, mais qui sont numériques. La télépratique, tout simplement, on a parlé de télétravail, la plupart d'entre nous savons c'est quoi le télétravail, mais le télétravail existe aussi dans une pratique professionnelle, ce qu'on va appeler la télépratique. Et il y a des enjeux très spécifiques, surtout de territorialité. Ce n'est pas la même chose si les deux personnes sont à Québec, par exemple, et qui sont en interaction, que si la personne, le professionnel, il est disons, à Honolulu, mais il n'est pas québécois.
puis ils donnent des services professionnels au Québec. Mais je vous laisse juste là-dessus. On a plein d'écrits, on a plein de choses si jamais ça vous intéresse. Pas dans le webinaire aujourd'hui, mais dans d'autres circonstances, on pourra en parler. Et évidemment, les questions d'intelligence artificielle et comment on peut le réfléchir. Sur la prochaine diapo, je vais conclure avec ça très, très, très rapidement. Ce qu'il faut faire, je vous disais tantôt qu'il faut les imbriquer. Il faut l'imbriquer avec, au regard justement des responsabilités des ordres professionnels. Si je veux juste donner un exemple, parce que je ne veux pas divulgacher rien, on va parler de l'étude. Et si jamais vous ne l'avez pas lu, vous attendiez la version filmée de tout ça, je vais vous laisser écouter Chris Emmanuel et Jacqueline là-dessus. Mais si on parle, par exemple, du contrôle de la compétence et de l'intégrité de ses membres, il faut savoir quels sont les enjeux avant de pouvoir réfléchir à tout ça. Et on le sait déjà, là, la dimension de la compétence numérique va être importante dans l'avenir, mais ça veut dire quoi une compétence numérique pour une pratique professionnelle responsable, éthique, pour l'intégration de systèmes d'intelligence artificielle? Donc, l'idée, ce n'est pas nécessairement de baliser, mais présentement, vu qu'on ne sait pas nécessairement où on va, si on veut s'assurer de la direction que ça va prendre et surtout ne pas aller à l'encontre de l'initiative ou, disons, du déploiement de l'intelligence artificielle, il faut comprendre quel est ce déploiement-là, quels sont les enjeux qui en découlent, et après, on peut faire un travail de réflexion sur la pratique professionnelle. Donc, je vous laisse la parole pour la suite. OK, Monsieur Fortier, nous avons vu au travers de votre exposé que les technologies sont vraiment une préoccupation au niveau du CIQ, notamment également dans les politiques publiques, dans le domaine dans lequel vous êtes expert. Nous sommes penchés également sur la question dans cette étude que nous allons présenter. L'étude que nous avons menée a été guidée par la question de savoir comment est-ce que les ordres professionnels peuvent se préparer et puis s'adapter à l'ère de l'IA, comme a souligné M. Fortier. Il n'est pas question de ramer nécessairement à contre-courant, mais de pouvoir s'interroger vraiment, véritablement, et de prendre la bonne décision pour avoir la meilleure action. Donc, notre étude a été faite a été faite par une collecte de données, d'abord des données secondaires, des données qui provenaient des écrits. Donc, pour les données secondaires, donc, il était question à cette étape de pouvoir récolter les écrits dans des articles scientifiques, dans des revues et puis dans des journaux qui ont pu parler de l'IA, notamment dans le secteur professionnel québécois. Donc, pour cela, nous avons, par exemple, utilisé des sources, des études, d'autres sources d'études de l'Obvia, notamment sur les systèmes de santé, l'IA dans le système de santé. Nous avons également pu utiliser des rapports du Cyrano pour pouvoir interroger les écrits et avoir l'ensemble des données que nous avons pu avoir. Au terme de cette fouille, nous avons pu avoir 822 pages manuscrites, de 822 pages écrites que nous avons consultées pour extraire les différents enjeux les enjeux à l'utilisation et à l'implémentation de l'intelligence artificielle dans le secteur professionnel. Nous avons également associé à ces données secondaires des données primaires. Il s'agissait là des entrevues semi-dirigées avec des experts qui représentent tous les secteurs, tous les pans d'activité que couvre le CIQ. Nous l'avons vu tout à l'heure, les différents niveaux, que ce soit au niveau de la santé, de l'administration, nous avons pu avoir des éléments qui ont permis de regrouper. Ces éléments-là nous ont été fournis lors d'entrevues qui ont fait à peu près 600 minutes au total, qui ont ensuite été retranscrits. Cette retranscription-là, nous allons l'utiliser dans la suite du processus. Donc, après la collecte des données, il a s'agi pour nous de faire une analyse qualitative de ces données-là. L'analyse qualitative a eu 3 étapes. La première étape, c'était d'abord un codage ouvert pour pouvoir décontextualiser les différents
éléments que nous avons pu avoir, notamment les données primaires et les données secondaires que nous avons déjà retranscrites, cette étape-là a été menée par mes soins. Et la deuxième étape a été une revue de ce codage. La professeure Jacqueline a elle-même, auteure principale, a elle-même participé à cette étape où il s'agissait pour nous de faire des regroupements pour recontextualiser ces différents enjeux que nous avons pu récolter dans les données. La troisième et dernière étape a été une triangulation des données. Nous avons pu recouper les données et les mettre ensemble, les données qui ont été produites de nos analyses, mais également les données qui sont produites dans la littérature par d'autres chercheurs ou d'autres études. Cette étape a également vu la participation d'un comité d'experts de l'OBIA, d'experts également de tous les domaines qui ont pu analyser chaque enjeu et donner une vision, encore une autre vision de ces différents enjeux. Tous ces éléments ont été donc compilés et mis ensemble pour produire le rapport que nous vous présentons aujourd'hui. Donc, nous avons pu avoir divers enjeux que nous avons trouvés. Professeur Jacqueline, quels sont les enjeux que nous avons pu retrouver dans notre étude? Votre micro, professeur. Oui, merci. Tout est beau. Tout au début, bon, bienvenue à tous. Ah, j'ai fermé. Okay. J'ai ouvert le micro, mais j'ai fermé la caméra. Donc, la technologie. Bon, bienvenue à tous nos participants à ce webinaire. C'est vraiment un plaisir de parler avec vous et avec mes collègues sur ce sujet. Je ne sais pas si vous voyez ces nouvelles plateformes qu'on utilise et il y a de transcriptions. Est-ce que c'est seulement moi qui vois la transcription en temps réel? Et voilà, c'est l'IA là qu'on voit et bon, pour moi, ça crée aussi un peu de préoccupation et des enjeux. C'est un petit exemple, mais j'aimerais seulement souligner qu'on voit de plus en plus l'IA dans tous les secteurs de nos vies et ça peut avoir des impacts inattendus et nuancés. Mais le sujet, la question, quels sont les enjeux? Donc, dans notre analyse, nous avons identifié 4 groupes d'enjeux, 14 défis distincts qui sont transversaux. Ça veut dire qu'ils vont toucher ou ils sont des enjeux pour la majorité, si pas tous les ordres professionnels. Donc, le premier enjeu, c'est l'évolution constante de l'IA. Bien, ça, ce n'est pas particulier aux ordres professionnels ou les travailleurs professionnels, mais c'est une réalité très importante parce que ça crée des autres défis. Francis a parlé de l'importance du numérique. Alors là, pour fonctionner, l'IA a besoin des données, il a besoin des infrastructures assez sophistiquées pour fonctionner. Et donc, on ne peut pas vraiment avancer avec le déploiement, l'utilisation de l'IA sans ces aspects-là. Mais toutes les organisations ou les organismes publics ne sont pas au même niveau en termes de la maturité numérique. Et bien sûr, il y a des coûts associés avec ces investissements. Donc, on sait que ces demandes au niveau technologique vont continuer à augmenter. Alors, c'est une cible mouvante et qui va continuer à bouger. Le deuxième défi dans cette catégorie, c'est le nombre et la variété des systèmes d'intelligence artificielle. Alors ça, si vous voyez dans les diapos SIA, c'est ce qu'on veut dire, système d'intelligence artificielle. C'est simplement une façon plus facile à identifier
des systèmes ou des processus ou d'autres choses qui utilisent ou qui reposent sur l'IA. Donc, en termes de nombre et variété, bon, dans le rapport, nous avons un annexe qui démontre l'évolution, le développement d'IA dans plusieurs domaines, dans effectivement tous les domaines, tous les ordres professionnels, et le nombre va continuer à augmenter et la variété va continuer à augmenter. Donc, ce qu'on étudie aujourd'hui comme chercheur, comme praticien, bon, demain, ça va être différent. Et le lendemain, différent encore. Ça crée un défi à plusieurs niveaux. Il y a aussi l'enjeu de la littératie en IA. La formation, on va répéter, je crois, cette idée-là de la formation. Mais là, on ne parle pas seulement de la formation des professionnels, mais aussi de la société. Alors, les clients, les patients, le public, les décideurs, les gestionnaires, les membres du gouvernement, tous ces éléments-là. Et il y a plusieurs niveaux de littératie. Ça peut être au niveau conceptuel, ça peut être au niveau technologique, ça peut être aussi au niveau social. Donc, quels sont les impacts autour de ça? Et finalement, dans ces catégories-là, nous avons identifié le défi autour de la définition d'un cadre juridique ou des cadres juridiques, parce qu'on sait que le développement des lois, le développement des réglementations, des normes, le processus est plus lent, plus long que le développement d'une technologie. Il y a des entrepreneurs en technologie et moi, je suis professeur en TI, en système d'information. Et alors, on voit des entrepreneurs ils ont une bonne idée, puis voilà une journée, il y a une application qui utilise IA. Il y a des technologies open source ou libre accès où on peut utiliser ces aspects-là, les données ouvertes, pour créer une application. Ça bouge rapidement, mais les cadres juridiques vont prendre plus de temps pour l'implication des parties prenantes. Alors, comment est-ce qu'on peut définir ces cadres juridiques? Ensuite, Manuel, oui, le deuxième enjeu, le deuxième regroupement que nous avons identifié, c'est la question de déterminer le rythme d'adoption de l'IA. Donc là, pour nous, dans nos discussions, dans la littérature, nos analyses, nous avons vraiment remarqué que ce n'est pas une question de oui ou non. Est-ce qu'on va adopter IA ou pas? C'est plus une question de quand, dans quelle mesure et de quelle manière. Alors, ça, ce sont des éléments que nous avons regroupés dans cet enjeu-là. C'est quoi le bon rythme d'adoption d'IA? Évidemment, ça va être différent selon les différentes professions et ordres professionnels. Et dans cette catégorie-là, nous avons identifié 4 enjeux différents. Le premier, c'est la question d'une certitude liée aux avantages et inconvénients de l'IA. Donc, on voit ça, vraiment, il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup d'optimisme autour de l'IA. Il y a aussi dans la presse, dans les médias sociaux, beaucoup de craintes autour de l'IA. Et alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questionnements. Ça, c'est l'incertitude. Pour les décideurs, les investissements en IA demandent un degré d'investissement. C'est pas quelque chose qu'on peut faire rapidement nécessairement. Ça prend des sous, ça prend de financement, ça prend un projet, des ressources financières et humaines. Mais pour ça, il faut avoir normalement une business case.
il faut être capable d'une certaine manière de déterminer les bénéfices et les inconvénients ou les coûts. Et là, c'est un exercice assez difficile. Et ça va avoir un impact sur le rythme d'adoption d'IA. Le deuxième enjeu dans cette catégorie, c'est le bien-être de la société. Là, je parle un peu différent que des enjeux. Le bien-être, évidemment, c'est une priorité pour le système professionnel, mais ça touche aussi de l'équité, diversité, inclusion. Vous avez déjà entendu les inquiétudes, les préoccupations concernant les biases dans les données, dans les systèmes d'IA. Et alors, c'est important d'assurer que la mise en œuvre d'un système qui utilise l'IA ne renforce pas la discrimination, qu'il y a un processus qui permet d'assurer un bien-être global, une équité dans la société. Il faut aussi penser à la fracture numérique et les impacts différents sur les personnes, les clients, les patients qui ont accès à ces technologies ou pas. Et donc, ça, c'est une question pour les professionnels, à quel point ils peuvent adopter l'IA. Troisièmement, il y a la préparation des professionnels. Encore un peu la question de formation, comme je dis, on va retourner souvent à cette question. C'est pas, dans nos discussions avec les experts, même dans les écrits, c'est pas une formation technique. Il y a un exemple, le pilote n'a pas besoin de savoir tous les détails de comment fonctionnait un avion, mais il faut être capable de conduire. Hein? Alors, pour arriver au point à la fin. Alors, c'est la même chose pour le professionnel, c'est la préparation au niveau des tâches. Qu'est-ce qu'ils ont besoin en termes de formation, de compétences, comment cette technologie va s'insérer dans un flux de travail ou dans un processus. Et finalement, il faut mentionner, parce que tout le monde l'a dit, qu'il y a un enjeu autour de la résistance au changement. Ça, c'est naturel, c'est pas unique à l'IA. Presque toutes les technologies au début rencontrent un type de résistance. Ça peut être très fort, ça peut être plus faible, mais il y a toutes ces questions, l'inertie, il y a des inquiétudes qui vont créer naturellement pas une barrière, mais qui peut retarder un peu les processus autour de l'adoption. Pour nous, j'ai fait une autre étude avec d'autres collègues. Nous avons fait un sondage de plusieurs employés et nous avons, dans ce sondage, identifié notre résultat démontre ou suggère que presque une demi des employés, 46% des employés, pourraient être réticents à adopter IA. Okay? Ce n'est pas des professionnels seulement, c'est tous les travailleurs des employés. Ça, c'est un assez grand nombre, pourcentage de personnes qui ont des questions, qui sont réticents. Par contre, il y a un tiers, 36%, qui sont impatientes, qui sont vraiment des leaders qui veulent adopter l'IA. Alors là, c'est un avantage, une ressource pour les organisations. Mais il faut regarder comment tout ça influe sur le bon rythme d'adoption. Encore, le quand, le comment, dans quelle mesure, la façon, etc. Donc, troisième. Le troisième groupe d'enjeux, la troisième catégorie que nous avons identifiée, c'est le préserver le rôle de professionnel.
Et donc, au début, Francis a bien expliqué les fondations, la raison d'être des ordres professionnels et des tâches, des pratiques professionnelles qui sont réglementées, tout ça. Alors, la responsabilité, l'autonomie, confiance, ce sont des choses qui sont au cœur des professions. Et donc, c'est un grand enjeu. Comment préserver ce rôle-là? On ne dit pas que ça va rester tout le même. C'est pas, parce que si on est fermé au changement, ça va créer beaucoup plus de problèmes. Mais c'est comment, dans le même temps qu'on change, qu'on adopte cette technologie, comment préserver certaines caractéristiques essentielles. Quelles sont certaines de ces caractéristiques? Premièrement, la question de valorisation des expertises professionnelles. On sait que ça, c'est un élément important. Dans notre étude, il y a des personnes qui disent, est-ce que certains rôles, certains ordres professionnels vont disparaître? En général, la réponse est non. On ne pense pas que complètement des professions vont disparaître, mais peut-être certaines tâches. Peut-être certaines tâches vont être redéfinies et les façons de faire vont changer. Et pourquoi je dis non? Parce que plusieurs enjeux, plusieurs pratiques professionnelles demandent une compréhension, une expertise extraordinaire, l'esprit humain. Alors, ce n'est pas simplement une transaction, c'est vraiment de réfléchir profondément sur toutes les interactions techniques, médicales, sociales, etc. Mais on sait que si les travailleurs sont remplacés, c'est probablement le remplacement des travailleurs qui n'utilisent pas IA avec des travailleurs qui vont utiliser ou qui utilisent IA. Alors ça, c'est un peu une nuance que nous avons identifiée. Le deuxième défi, c'est le jugement professionnel et l'autonomie. Donc ça, c'est aussi une valeur importante. Et là, on voit qu'il y a, même si, il y a des défis, il y a des préoccupations concernant la capacité d'IA de remplacer certaines tâches, de exécuter certaines tâches d'une manière autonome. On voit aussi qu'il y a peut-être un rôle pour des professionnels dans la formation d'IA, comme dans l'entraînement. Il y a aussi un rôle pour des interlocuteurs, donc on dit des explainers, des personnes qui sont capables d'interpréter les résultats d'une IA pour des autres. Alors ça pourrait être un autre rôle. Et aussi les gardiens ou les sustainers. Alors, ceux qui sont responsables à assurer une bonne évolution d'IA. Là, tous ces rôles-là, ils sont des rôles potentiels nouveaux, mais ça prend aussi le jugement professionnel et autonomie de surveiller l'implantation de l'IA. Et finalement, dans cette catégorie-là, il y a la question de responsabilité du professionnel. Donc, la manière dont le travail est organisé, la façon dont on exerce le travail. S'il y a une IA autonome, quelle est la responsabilité du professionnel? Si un professionnel utilise un système d'IA pour même aider à la décision, à quel point le professionnel est-il ou est-elle responsable pour les effets ou les retombées de cette décision. Je veux dire, avant d'avancer dans le prochain enjeu, c'est que c'est un enjeu particulièrement parce que même si Chris Emmanuel a vous donné au début 3 exemples avec des images,
OK? Des robots sont visibles, mais la majorité d'IA est invisible. Ça existe dans des systèmes, ça existe dans d'autres choses. Et c'est là où ça crée plus de complexité autour de responsabilité parce que les lignes ne sont pas claires à ce niveau. Quatrième enjeu que j'ai vraiment aux natures humaines, c'est la question de comment accompagner les clients, les patients pendant cette transition ou cette transformation. Et donc, les professionnels et leurs tâches sont vraiment caractérisées par une relation humaine, client professionnel, patient professionnel. Ça, c'est important, c'est une valeur ajoutée. Alors, comment garder cet aspect humain dans l'ère de l'IA? Particulièrement, ben là, les photos des robots, ça donne un bon exemple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est l'interface robot? Est-ce que c'est une infirmière qui est accompagnée par un robot, comme nous avons vu dans la photo? Alors, il y a des façons de gérer ça, mais ça, c'est un défi. Particulièrement dans les cas qui sont vraiment en santé ou des autres aspects où il y a cette connexion importante et une vulnérabilité pour les patients. Il faut dire qu'il y a aussi un enjeu concernant le consentement du client et des patients. On voit dans le monde numérique un mouvement vers la démocratisation. Une démocratisation des données, de services. On veut des personnes des personnes maintenant veulent faire le self-service. On voit avec WebMD ou d'autres choses comme ça. Alors, c'est quoi l'impact sur les professionnels? Et dans la relation professionnel-client, quel est le niveau de consentement nécessaire du part d'un client ou d'une patiente d'avoir une prestation de service augmentée par IA. Alors, une question, un défi, pas encore des bonnes réponses ou des réponses complètes à cette question. Et finalement, la confidentialité des données. Je ne veux pas répéter tout ça, mais les données massives, Big Data n'existent. L'IA n'existe pas sans des données massives ou des Big Data. Les Big Data, n'ont pas beaucoup de raisons sans IA. Alors, les deux vont ensemble, mais la confidentialité des données pour entraîner les IA, pour augmenter la puissance, la performance d'une IA, quels sont les droits des clients, des patients, comment est-ce qu'on peut utiliser ces données et comment garder la confidentialité de ces données-là. Alors, je vais arrêter là, j'arrête là, puis je vais donner l'occasion à Francis s'il veut ajouter quelque chose ou noter, réagir à mes commentaires. Oui, excellent. En fait, ça regroupe, ces 4 enjeux-là regroupent en fait de la recherche pour plusieurs années, de la réflexion pour plusieurs années. Essayer de réfléchir à ces enjeux-là c'est peut-être une position peut-être un petit peu plus personnelle que celle du CQ, mais ce sont les enjeux qu'il faut adresser et les ramifications sont multiples. Et en particulier, vous l'avez souligné, dépendamment de quel type de système d'intelligence artificielle qu'on parle. On parlait de décisions automatisées sans le professionnel, puis on parlait avec le professionnel. Je sais qu'on va en parler un petit peu plus tard parce que c'est des éléments que vous avez analysés dans l'étude, mais je pense qu'il faut comprendre que ces enjeux-là peuvent déjà être fragmentés juste en deux, juste avec ça. Puis, essayer de comprendre où ça s'inscrit dans cette dimension-là du professionnel. C'est peut-être là que j'aimerais peut-être ajouter un petit élément. Je parlais tantôt de la dimension de la protection du public et
c'était facile, disons, avant, pas si facile que ça, là, on s'entend, mais il y avait quelque chose disons, théoriquement plus simple à comprendre. On est en relation entre un professionnel puis le public. Ça va juste dans un sens comme ça. Puis là, tous les enjeux qu'on souligne sont des nouvelles connaissances pour les deux personnes. Et en plus, on vient mettre un nouveau médiateur, donc une notion de médiation algorithmique qui décline tous les autres enjeux. Et c'est là que ça devient super intéressant la manière que vous présentez les enjeux parce qu'il permet de cerner la spécificité de cette relation-là qui est nouvelle. Donc, une relation qui inclut, appelons-le un SIA, mais on peut même le parler d'un robot. Peu importe où le robot se trouve, le robot, vous l'avez spécifié, ne va pas nécessairement ressembler au T-1000, peu importe, ou je ne sais pas c'est quoi vos références de science-fiction, mais ce ne sera pas ça. Donc, ça peut être simplement à l'intérieur de notre téléphone. Le robot, il est là. Est-ce que le robot, il devient juste une machine qu'on utilise pour pouvoir faire les impôts, tout ça, ça devient comme une nouvelle manière de faire de la pratique professionnelle. Et l'autre chose, c'est dans dans cette dimension de relation-là, où les enjeux que vous le soulignez aussi, c'est la dimension à la fois de la responsabilité du professionnel, mais aussi de la confiance du public. Donc, tout se joue dans ces éléments-là entre les différents enjeux. Je pense que la façon que vous le présentez permet justement de cibler, de mettre en exergue des éléments qu'il faut poursuivre la réflexion. Merci, professeur. Merci, M. Fortier. Effectivement, nous avons parcouru un certain nombre d'enjeux qui poussent à la réflexion, comme vous l'avez dit. Mais je veux dire, dans la pratique professionnelle ou au niveau des ordres, comment vous pensez que ces enjeux, principalement ceux qui touchent à la responsabilité du professionnel ou alors au jugement professionnel, comment vous pensez que les ordres peuvent ou adressent ce type d'enjeux? Je l'ai spécifié un petit peu tantôt. Je pense qu'ils ne l'adresseront pas de la même manière si c'est une décision automatisée que si c'est un professionnel donc la logique de codécision. La logique de codécision est peut-être je dirais, plus simple que l'autre, mais pas nécessairement simple. C'est déjà relativement balisé, si on veut, parce que ce n'est pas la première fois qu'une nouvelle technologie va arriver dans une pratique professionnelle. Cette technologie-là change beaucoup de choses parce que là, on vient avec une technologie qui est capable de faire des choses que normalement, qui étaient réservées à un humain, mais il y a quand même encore, si on veut, la décision au final qui devient l'humain. Donc, la dimension de la responsabilité reste, puis on peut encore le voir, disons, à court terme. Là, à long terme, on peut aller plus loin sur le déploiement de l'intelligence artificielle. Et c'est peut-être là aussi qu'il va préserver son jugement professionnel, mais pour le faire, on revient encore avec la dimension d'une maîtrise minimale de qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle. Et c'est probablement là pour nous qui sont des enjeux qui vont être poursuivis dans la réflexion et la nécessité de savoir, parce que un des rôles des professionnels, des ordres professionnels, en fait, c'est de recevoir la plainte du public et de dire il y a eu quelque chose, il y a une expertise qui a mal été faite. Est-ce que vous pouvez vérifier que cette personne-là fait l'expertise adéquatement? Et on ne veut pas que cette expertise-là, le professionnel dise ben non, c'est la machine et c'est la personne qui était, je ne sais pas où, qui l'a construite, qui devient responsable. Donc, c'est simple si le professionnel, on le préserve, mais si on revient avec une notion peut-être un petit peu plus d'une décision automatisée, là, on a des enjeux, puis Jacqueline le présentait au début, dans quel cadre juridique se déploie cette dimension-là. Et l'autre chose, cette dimension de responsabilité est super importante pour les professionnels, surtout si on veut si le professionnel sait comment intégrer adéquatement le système d'intelligence artificielle, il va l'intégrer. Parce que ça va faciliter son travail. Donc, ce n'est pas juste une question de responsabilité et de protection du public, c'est aussi de l'autre côté comment on intègre où on favorise l'intégration d'une technologie. Si on n'a pas de cadre et on ne sait pas où on s'en va, les personnes ne le feront pas parce qu'il y a une crainte, en particulier chez les professionnels, parce que c'est normé, on le sait. Normalement, on sait si on doit faire X, Y, Z. Donc, dans le cas de système d'intelligence artificielle qui est médiatisé puis qu'on a tous une idée de qu'est-ce que c'est, si on ne sait pas où elle s'en va, je pense que ça peut générer des problèmes et je pense que c'est pour ça probablement que la question du rôle du professionnel, de la responsabilité du professionnel et comment va être déployé dans un cadre qui est en continuité avec ce qui existe déjà, risque à la fois de sécuriser les professionnels, les personnes qui vont faire le déploiement aussi, parce que là, on n'a pas parlé des personnes qui
créent les systèmes d'intelligence artificielle, mais s'ils savent dans quel milieu ils vont le faire, ça peut déjà aider. Donc, tout ça, pour moi, est un enjeu extrêmement important qui risque de pouvoir à la fois faciliter l'intégration de tout le monde, disons un petit peu plus doux, même si on va voir de quelle façon ça va être fait parce qu'on n'a pas de bout de cristal pour l'avenir. OK, merci, M. Fautier. Euh, Professeur Jacqueline, M. Fautier l'a introduit dans son propos, mais est-ce que tous ces enjeux s'appliquent de la même manière dans toutes les professions et dans tous les cas? Bon, effectivement, non. Et ça, c'était un de notre défis, tu sais, Chris Emmanuel, dans le rapport, d'analyser toutes ces données et de les regrouper. Nous avons identifié 4 considérations particulières qui influent sur la nature et l'importance de ces enjeux selon des différents cas. Donc, le premier, le type d'IA, Francis a déjà parlé un peu de ça, d'une manière très simplifiée, on parle des systèmes d'IA comme des aides à la décision. Là, on est déjà habitué à utiliser les technologies de l'information pour analyser les données, même s'ils ne sont pas intelligentes, parce qu'il n'y a pas de machine learning ou les algorithmes dedans. Là, bon, probablement moins de résistance au changement pour l'introduction de ces technologies-là, mais quand même, peut-être les bénéfices ne sont pas aussi importants à considérer. Puis à l'autre but, il y a des systèmes d'IA autonomes. Encore, il y a des professions où il y a déjà des systèmes automatisés. Ça dépend sur la nature du travail, la tâche qui est impliquée. Bien sûr, pour ce genre de système, le niveau de test, la validation, l'approbation. Et donc, on voit aux États-Unis déjà avec l'administration qui approuve certaines technologies dans le domaine de santé. Et ensuite, dans le milieu, à mon avis, cette zone grise, la codécision avec l'IA augmentée va être une espèce de négociation. C'est la meilleure façon dont je peux le parler. Ça va être un peu plus difficile de dire comment on travaille avec l'IA. Et comment ça va affecter notre travail. Les questions de responsabilité seront toujours là, etc., etc. Alors, le type d'IA, le contexte organisationnel, moi, j'ai mis 3 petits images pour représenter le fait qu'il y a des professionnels qui travaillent, qui sont des travailleurs plus autonomes, donc dans leur propre un petit cabinet ou qui sont seuls dans leur pratique. Bien, il y a aussi des gouvernements, donc les administrations publiques, qui ont un autre niveau, un autre cadre réglementaire et des normes associées avec les pratiques dans l'administration publique. Et puis, il y a les entreprises. Des PME, les petits, les moyennes, les grandes entreprises, ceux qui sont multinationales, ceux qui sont plus locales. Alors, cette diversité de contextes organisationnels, ça influe sur l'infrastructure numérique, les ressources financières, le support qui est accessible ou disponible pour les professionnels et ses clients. Il y a aussi des questions de stratégie organisationnelle et parfois les professionnels, par exemple, dans l'administration publique, ils ne sont pas responsables de décisions d'investissement TI. Alors, dans ce cas-là, c'est quoi le rôle d'un professionnel si, ils seront obligés à utiliser un tel ou tel système ou si un système est implanté dans un processus organisationnel? Alors, le contexte organisationnel est aussi quelque chose qui doit être considéré. Les types de tâches. Moi, j'ai A à B, une ligne droite, routinière,
pas trop compliqué. Là, ce sont des types de tâches qui sont à ce moment-là, comment on dit, le low-hanging fruit, les aspects qui sont les plus, où on peut avoir les bénéfices les plus élevés à ce moment, parce que là, on sait comment faire. Il y a des façons de valider, de tester l'IA et les systèmes d'IA. Par contre, il y a le deuxième modèle où il y a A et B et beaucoup de choses entre les deux. Là où c'est plus complexe, ça va avoir un impact sur les autres questionnements et les autres enjeux. Finalement, nous avons identifié lors de nos analyses et les discussions avec les experts la question de risque liée aux personnes. Et donc, nous avons remarqué qu'il y a une valeur associée avec la personne et la sécurité des personnes. Donc, évidemment, en santé et le secteur médical, où on traite une personne, où on veut diagnostiquer un patient ou une maladie, bien là, les impacts peuvent être très, très, très importants sur une personne. Alors, il y a un certain risque associé. Mais ça peut être aussi au niveau de la réputation d'une personne, ça peut être au niveau de sécurité financière. Par exemple, les décisions en loi, les procès, même les décisions au niveau financier en termes de crédit ou d'avoir d'accepter une demande de crédit ou pas, ça peut avoir un impact sur une personne. Alors, ce sont des choses aussi qui, en recherche, on dit sont des modérateurs qui peuvent influencer l'importance et la nature des enjeux. Alors, merci pour ces éclaircies. Et bon, je propose qu'on prenne un peu un temps d'arrêt pour répondre aux questions qui nous sont posées. Donc, comme je vais poser la première question qui est dans le fil de discussion, comment les autres professionnels vont-ils accentuer et accélérer le développement de compétences comportementales, soft skills, afin d'appuyer les praticiens dans ce changement? Donc, Monsieur Fortier, professeur Jacqueline. Oui, en fait, je ne peux pas répondre pour les autres professionnels, mais ce qu'on se rend compte, c'est que pour en discuter, donc je suis quand même en relation avec les autres, donc vous avez compris que le CQ travaille ces éléments-là, mais ne travaille pas en vase clos, travaille directement avec les autres professionnels à la réflexion. Et ce qu'on se rend compte, c'est que déjà, les autres professionnels sont en train de regarder quelles seraient. En fait, il y a deux choses. Il y a les autres professionnels qui peuvent donner de la formation continue, mais il y a la formation initiale aussi. Donc, ce sont deux éléments qui touchent au système professionnel, c'est-à-dire que quand tu es à l'université, au cégep, ou même au secondaire, là, dépendamment des professions, il y a des cours qui sont obligatoires. Et de plus en plus, dans le cheminement de ces cours-là, il y a des choses qui sont en lien directement avec des compétences en technologie. Spécifiquement en intelligence artificielle, je m'avance un petit peu, mais je ne crois pas m'avoir vu encore. À part, évidemment, si on regarde du côté des ingénieurs qui ont justement dans le développement, donc eux, parce qu'ils vont travailler directement avec ça. Mais ils commencent à avoir un mouvement, justement, d'offrir ce genre de cours-là. En fait, si on parle d'accélérer le développement, je pense que le fait d'offrir des cours, de favoriser les personnes pour qu'elles puissent se familiariser avec ça. Puis on se rend compte aussi de plus en plus, même dans les universités, dans certains domaines, on va les utiliser directement dans les stages, on va les utiliser directement. Donc, c'est pas simplement... donc, les compétences sont développées avant même que les personnes arrivent sur le terrain. Après ça, c'est de savoir ceux qui y sont déjà. Là, il y a un pas à faire de plus. Si tu me permets, Christine Manuel, je pense que c'est un bon moment d'avancer dans la troisième partie. Ce sont des actions concrètes. Et alors, effectivement, c'est ça dont on parle. Fermé.
OK. Donc, je reviens directement à vous, professeur. Quelles sont les actions qui peuvent être prises pour répondre à ces défis, à ces différents défis que nous avons soulevés dans la première partie? Donc, dans le rapport, nous avons identifié 6 stratégies assez générales, assez larges et des actions qui peuvent être, qui devraient être prises pour adresser ces enjeux ou mieux comprendre ces enjeux. Alors, la première, c'est vraiment de s'engager dans un dialogue proactif avec des professionnels. Et, euh, et là, ce n'est pas une décision qu'on peut prendre d'une manière top-down, hiérarchique. C'est vraiment les professionnels qui sont sur le terrain, qui travaillent jour à jour avec les clients, avec les patients, qui essaient de remplir leur mission, de réaliser leur mission, et ils ont la meilleure compréhension des enjeux au niveau des pratiques, et avec un peu de formation appropriée, peuvent être bien positionnés pour identifier les tâches qui peuvent être remplacées par IA ou partiellement. Et là, c'est un dialogue très important. Il ne faut pas oublier ces personnes dans ces discussions. Ces discussions aussi peuvent avoir l'effet de soulever des ombres, des zones d'ombre. Alors, quels sont des problèmes éventuels? Ici, moi, je travaille souvent dans le future thinking, alors d'imaginer les possibilités. Pas que c'est nécessairement le futur, parce que c'est impossible de déterminer le futur exactement, mais quels sont les futurs potentiels autour de ça? Comment ça peut se dérouler? Et aussi de travailler avec des parties prenantes pour déterminer l'ensemble des tâches qui définissent chaque profession. Alors, mais c'est vraiment un dialogue. J'ai mis une image là qui, pour moi, représente la diversité des perspectives de plusieurs domaines, publics, privés, différents types de professions, même des professionnels en santé peuvent avoir des connaissances ou des réflexions importantes pour un professionnel ou un autre professionnel en sciences ou en administration. Alors, ce n'est pas de fermer les portes, mais d'ouvrir les portes pour avoir cette discussion. Le deuxième, c'est de fournir des balises claires en matière d'imputabilité et responsabilité. Alors là, comme je dis, c'est lié avec ces questions, comment définir une profession, préserver ses rôles et responsabilités, et alors d'essayer le plus que possible de définir ses rôles et responsabilités. Le troisième, ça touche un peu la question que notre participant a posée autour de la formation. Et c'est c'est à l'entrée, c'est la formation continue, c'est la formation initiale, c'est tout au long de la vie. Moi, personnellement, je pense que ça commence même à l'école secondaire. Avant que quelqu'un rentre au cégep et à l'université, d'avoir une littératie en termes de IA et numérique et d'avoir la connaissance comment comprendre les logiques autour de l'apprentissage machine. Parce que l'apprentissage machine n'est pas la même chose que l'apprentissage humain. Les mécanismes sont vraiment différents et il faut comprendre que ce n'est pas exactement la même chose. Ce n'est pas une réplication dans la majorité de comment les personnes. Alors, adapter les programmes de formation. Donc, évidemment, ça doit être une formation particulière, personnalisée pour le domaine de travail. Nous avons
identifié aussi dans nos analyses la nécessité d'intégrer de nouveaux contenus, bien sûr, mais aussi des approches pédagogiques. C'est probablement pas la même pédagogie ou les mêmes approches pédagogiques que nous avons utilisées depuis des années, des décennies. On doit utiliser des simulations, on doit aussi utiliser des mécanismes ou des systèmes d'IA peut-être dans cette formation-là pour rendre la technologie plus accessible d'une certaine manière. Et ça peut être aussi l'apprentissage collectif. Le quatrième stratégie, c'est de garantir la priorité de la décision humaine. Donc, garder le professionnel dans le boucle décisionnel, c'est de garder l'humain dans le boucle de l'IA, de faire clavier de conseil aux professionnels dans les situations de vulnérabilité. Moi, j'ai mis une image, je ne sais pas si c'est assez large pour l'auditoire, mais ça parle un peu des rôles de un AI auditor, alors quelqu'un qui peut vérifier les systèmes d'IA, ceux qui travaillent avec les concepteurs pour définir les besoins, le fonctionnement, et alors on voit des loops et des boucles pour assurer une bonne feedback des systèmes, l'apprentissage en continu. Le cinquième, moi, comme je disais au début, je suis en TI, je suis en SEO, alors pour moi, ça c'est particulièrement important et parlant. C'est pour les ordres professionnels et même les professionnels de devenir les partenaires de confiance dans le développement de l'IA. Il peut aussi avoir un rôle pour le CIQ aussi, mais de ne pas faire peur des concepteurs d'IA, de travailler en collaboration avec ces entrepreneurs. Il y a des bénéfices sur les deux côtés. Bon, une meilleure compréhension de la technologie de la part des professionnels, mais aussi pour les concepteurs de mieux comprendre les enjeux, les défis, le travail d'un professionnel pour assurer un alignement et des systèmes qui sont vraiment performants, qui facilitent la tâche, qui livrent des solutions et des résultats attendus et sécuritaires. Et aussi, l'importance de ce partenariat, c'est de documenter des cas atypiques et des contextes qui ne sont pas encore pris en compte. Donc, on peut voir aujourd'hui quelles sont les opportunités. Encore, c'est avec le Futures Thinking de dire, quels sont les cas atypiques? Qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas d'exception? Comment on va gérer la prestation de services, etc., le flux de travail dans ce cas-là? Et quelles sont des futures conditions ou situations? Parce que les professions aussi évoluent, même sans la technologie. La comptabilité change, le médecin change, l'ingénieur, la génie, etc. Il y a toujours des nouvelles connaissances dans ces domaines-là. Alors, il ne faut pas rester à point zéro. Et le sixième, encore, c'est important pour nous dans l'axe industrie 4.0, travail et emploi, d'assurer la santé et le bien-être des professionnels. Il y a beaucoup de pression, où les professionnels peuvent avoir beaucoup de pression. Ils ont maintenant dans leurs travaux, mais le déploiement de IA et avec des autres technologies peuvent aussi créer un niveau de stress et de pression. Alors, il y a plusieurs chercheurs qui regardent la question de technostress, comment s'adapter aux nouvelles technologies. Alors, de point de vue de professionnels, mais aussi, ils offrent un soutien à leurs clients et à leurs patients aussi, qui
eux aussi peuvent avoir le technostress. Alors là, il ne faut pas oublier la santé et le bien-être des professionnels et pour assurer que les soutiens sont appropriés et en place. Et le conseil interprofessionnel offre aussi beaucoup de support dans ce domaine-là. Alors, j'arrête là. Ce sont les 6 actions stratégiques que nous avons identifiées dans le rapport. OK. Merci, professeur Jacqueline, pour ces actions que nous avons pu identifier dans le rapport. Nous allons rapidement passer aux différentes questions. C'est vrai que certaines ont déjà été abordées ou partiellement abordées. Donc, je vais rapidement revenir poser la première. Comment les autres professionnels vont-ils accélérer le développement des compétences en IA? Oui, j'ai tenté d'y répondre un petit peu tantôt à cet élément-là. Ça demeure encore, comme je disais initialement, la prérogative des ordres professionnels parce que c'est eux, je pense que Jacqueline l'a souligné, il y a quand même des particularités et ce sont eux qui sont qui connaissent comment se développe. Puis, oui, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle qui se développe très, très, très rapidement, mais il faut savoir aussi que de l'autre côté, la pratique professionnelle se développe très, très rapidement, nonobstant l'intelligence artificielle. Fait que c'est les autres qui sont au premier plan pour adapter tout ça, puis ils le font toujours au fur et à mesure. Ça se fait de manière régulière parce que, je veux dire, on peut regarder juste en arrière, 10 ans en arrière, il n'y a à peu près aucune profession qui se faisait de la même manière qu'aujourd'hui. Puis les connaissances, parce que c'est ça l'autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de connaissances qui existent dans la pratique professionnelle. Donc, ces connaissances-là sont remises en question par des études, puis on revient, puis là, donc, il y a une connaissance qui est recréée. Donc, il faut qu'éventuellement, puis je pense que c'est ce que les autres sont en train de faire et de réfléchir, c'est comment intégrer ces nouvelles connaissances-là de l'intelligence artificielle avec ces nouvelles connaissances-là. Donc, ils ont déjà les infrastructures et le réflexe de mettre à jour les connaissances au diapason des meilleures connaissances et des connaissances qui sont les plus à jour. Et ils ont les outils pour le faire. Donc, je parlais tantôt de formation continue, formation initiale, puis ils sont en relation aussi avec les établissements d'enseignement pour pouvoir faire tout ça. Donc, je pense qu'ils sont placés déjà dans cette relation-là ou dans cette réflexion-là qui est de la mise à jour des compétences. OK. La question suivante, à moins que la professeure Jacqueline a quelque chose à ajouter. Non, OK. Dans quelle mesure le CIQ pourrait-il exercer un leadership fort avec les autres professionnels les plus dynamiques afin de déployer efficacement et rondement ce grand changement sociétal? Ben, est-ce que, en fait, ce qu'il y a du CQ, disons, l'avantage qu'on a, qu'on pourrait peut-être mettre dans une dimension de leadership, mais je ne sais pas si vraiment ça va dans ça, mais tous les ordres, ils sont présents, puis on prend le temps de s'asseoir ensemble, puis on a des groupes de discussion avec des ordres, à la fois ceux qui sont les plus dynamiques, mais l'idée aussi, ce n'est pas juste ceux qui sont les plus dynamiques qui devraient être mis de l'avant, c'est qu'il arrive aussi avec des ordres qui sont peut-être qui ont moins réfléchi à ces questions-là et il ne faut pas les dépasser trop rapidement. On parlait tantôt de la nécessité qu'il y ait un processus qui soit mis en place. Puis il faut aussi pour nous, s'il y a un leadership à prendre au CQ, c'est de s'assurer qu'il y ait un échange entre les différents ordres sur les enjeux et les solutions qui doivent être mises en place. Et c'est là qu'on peut réfléchir de manière plus systémique et comment éventuellement faire des prises d'action qui sont communes à l'ensemble des ordres professionnels. Et quand il y en aura qui sont peut-être un petit peu plus particulières, donc je parle des pistes d'action ou des actions directes, ça va être aux ordres de les mettre en place. Donc, c'est vraiment dans cette perspective-là, ce n'est pas nécessairement une question de leadership, mais de collaboration avec les ordres. Puis on est un des acteurs du système professionnel. Il y en a plusieurs, vous l'avez vu dans l'arborescence, et il y en a aussi qui vont graviter à l'extérieur de tout ça. Donc, il n'y a pas nécessairement un seul leadership qui doit être pris. C'est une dimension. Je pense que les enjeux sont tellement larges et tellement importants pour notre société
que de mettre ça dans les mains d'un seul acteur, on risque de faire fausse route pour pouvoir éventuellement avoir un déploiement de l'intelligence artificielle qui soit responsable à la fois dans la société et dans le système professionnel, dans la pratique professionnelle contemporaine. Merci, M. Fautier. Donc, juste simplement pour ajouter, il n'y a pas une réponse courte à cette question. Alors, le Conseil a déjà pris des mesures, les études, les projets, les initiatives qui sont déjà avancées, ça c'est le but, ça c'est le leadership et là, il faut continuer dans cette direction, la collaboration avec la recherche et la pratique, cette collaboration-là pour essayer d'identifier, de voir l'avenir proche, oui, mais à court terme et moyen terme. Et là, ça, c'est plus la vision et les actions stratégiques. Et ça, avec ces approches-là, je pense que nous sommes dans la bonne voie, mais il y a toujours plus qu'on peut faire. OK. Dans quelle mesure le CIQ pourrait-il utiliser une approche en management agile afin de déployer ce grand changement rapidement avec les ordres professionnels les plus dynamiques? Je crois que j'ai répondu partiellement. J'essaie de répondre à cette question-là aussi pour pouvoir, je pense qu'il y a un portrait, puis de toute façon, on n'a pas de plan totalement élaboré. Là. On est encore, il y a plusieurs études qui ont été faites. Il y a quand même sans qu'il y ait des prises de position officielles pour l'encadrer. Il y a déjà eu, de par les études, de par certaines sorties, d'avoir des directions communes. Je pense qu'elles sont déjà là. Puis, Jacqueline le soulignait, là, c'est le premier travail qui est fait. Les enjeux sont bien ciblés. Là, il faut éventuellement les matérialiser, puis c'est peut-être là aussi que pourraient arriver différents types de stratégies. Et c'est à voir dans la prochaine année, je vous dirais là, que ça risque de se déployer, ce genre de choses-là. Je ne sais pas si je suis optimiste, mais j'ai l'impression que c'est la fenêtre qu'il faudrait se donner. OK. D'accord. Nous remercions Jacques pour ces questions. Et moi, si je peux ajouter, je ne peux pas parler pour le CIQ, mais la méthode agile est bien connue dans notre domaine de développement des systèmes. Et les ESP, il y a des caractéristiques essentielles pour des méthodes agiles, la collaboration, l'importance d'une solution fonctionnelle, l'expérimentation, les courtes délais, etc. Donc, il y a beaucoup d'éléments autour de qui comprend cette méthodologie agile. Alors, pour moi, ça tombe un peu dans la recommandation que nous avons faite autour de la partenariat avec des concepteurs et l'industrie TI. Et là où nous avons l'occasion de travailler avec plusieurs partenaires et collaborateurs pour expérimenter. Et là, bien sûr, il faut choisir les domaines ou les tâches ou les pratiques professionnelles qui sont appropriées pour l'expérimentation. Mais c'est là, en faisant ça, et je ne sais pas si c'est le CIQ, les ordres eux-mêmes ou des professionnels, mais moi, je ne vois pas ça comme on ne va pas résoudre tout ce problème avec une top-down approach. Alors, il faut avoir la collaboration des gens sur le terrain. Mais là, si on peut créer ce partenariat avec les ordres, on dit qu'ils sont plus progressifs ou plus avancés, pour identifier des pratiques où on peut faire des expériences, on peut implanter rapidement certaines technologies ou certains protocoles d'IA ou applications IA, puis on apprend de ces expériences-là, même s'ils sont des prototypes qu'on ne va pas jamais utiliser, mais il y a des apprentissages qu'on peut tirer de ces exemples-là. C'est bon pour les entreprises, c'est bon pour les professions, c'est bon pour la société. Alors là, il y a un aspect
une opportunité gagnant-gagnante pour ce partenariat et d'utiliser des méthodes agiles dans le développement des systèmes, mais c'est avec les concepteurs et avec les ordres et les professionnels. OK, merci, professeur, et merci à Jacques pour ces questions. Rapidement, je passe à la question de Frédéric qui demande, étant donné le rôle de médiation que sont appelés à jouer les systèmes, les SIA, dans le contexte de la relation professionnelle tel que le Code des professions la conçoit, aux articles 25 ou 26, est-ce que celui-ci devrait être amendé en conséquence ou suffira-t-il à la tâche? Pour ceux qui ne sont pas nécessairement familiers avec le Code des professions, pour les articles auxquels ils font référence, là, grosso modo, c'est les articles pourquoi on forme un ordre professionnel. Et pourquoi on forme un ordre professionnel, c'est, je le fais de mémoire, là, mais certains des éléments qui sont dedans, c'est de dire que l'expertise, elle est quand même assez complexe. Donc, il faut qu'il y ait un professionnel qui exerce ce type de domaine-là, cette discipline-là. L'autre chose aussi, c'est que si jamais il y a une erreur de cette expertise-là, il pourrait avoir un préjudice trop important. Donc, grosso modo, c'est comment, et en théorie ou au niveau juridique, la dimension de la protection du public dans une relation professionnelle. Donc, je pense que c'est un petit peu ça. Je voulais juste faire un petit aparté. En ce qui concerne, en fait, ça dépend comment on considère la médiation algorithmique. Je parlais tantôt de la médiation algorithmique. Si le professionnel demeure là, je ne pense pas que ces articles-là devraient être touchés. Je pense qu'ils sont assez généraux et spécifiques en même temps, là, mais on est dans une perspective où quel est le devoir, en fait, quelle est la raison d'être d'un ordre professionnel et aussi quelle est la raison d'être d'un encadrement d'une activité professionnelle. Et si l'activité professionnelle inclut une médiation et si on travaille sur la dimension de la responsabilité professionnelle, je ne crois pas que ces articles-là devraient être modifiés. OK. Est-ce que l'importance de la médiation algorithmique pourrait justifier les adaptations du système professionnel québécois, notamment du côté de l'Office des professions, par exemple? Je ne sais pas en termes de l'Office des professions, qu'est-ce que vous aviez en tête. J'ai l'impression que si jamais il y a des adaptations à faire, ils vont peut-être être au niveau juridique, mais ça va être les ordres qui vont l'appliquer. Parce que ce sont eux qui vont faire de l'inspection professionnelle. Je pense que s'il y a quelque chose, ça risque d'être dans les règlements internes des ordres professionnels, beaucoup plus qu'au niveau. Donc, qui devient la responsabilité à savoir si quelqu'un l'utilise adéquatement, un système d'intelligence artificielle. Donc, il va falloir qu'il y ait une adaptation au sein des ordres professionnels. On avait vu tantôt une série de responsabilités, mais dans ces responsabilités-là, elle est fragmentée à l'intérieur des ordres professionnels. On va parler, par exemple, de l'inspection professionnelle. Donc, très rapidement, c'est quelqu'un, on peut y aller de manière aléatoire, qui est un professionnel ou une professionnelle, puis il reçoit son nom professionnel, qui vérifie qu'il fasse des choses adéquatement. Et pour avoir dans ça, vérifier si la personne utilise adéquatement le système d'intelligence artificielle. Et on a d'un autre côté aussi pour s'assurer que la pratique professionnelle, elle est au diapason d'une bonne pratique professionnelle. Il y a aussi le syndic qui va, lui, en général, arriver normalement après une plainte du public. Et c'est là aussi qu'il va falloir qu'éventuellement, il y ait peut-être des outils, mais ça, on est dans la dimension, comme le soulignait la question, très hypothétique, d'où s'en va la réglementation, la réflexion des ordres professionnels, mais ce sont des choses qui doivent être réfléchies pour qu'on puisse s'assurer que l'intégration de l'intelligence artificielle soit dans une continuité de la protection du public telle que, justement, on le définissait tantôt dans l'article 25, par exemple. OK. Merci pour cette réponse, M. Fortier. Encore une question, je pense que vous êtes adressé. Je pense que ça va être la dernière question parce qu'on arrive presque à 13 heures. Oui, effectivement. La capacité financière de chacun des ordres étant pas tous les mêmes dû à leur nombre de membres, est-ce que le CIQ prévoit de supporter les ordres pour prendre la voie de l'IA? En fait, j'ai peut-être, juste pour m'assurer qu'il n'y a pas de confusion dans la dimension, puis qu'on parle aujourd'hui, je pense que ça peut être plus large que ça, mais on ne parle pas nécessairement d'intégrer l'intelligence artificielle au sein des ordres professionnels, mais dans la pratique professionnelle. Donc, si jamais la question allait vers est-ce que le CQ aiderait les ordres professionnels à épouser au sein de leur institution qui est l'ordre professionnel de l'intelligence artificielle, je n'ai pas réfléchi.
je ne pourrais pas y répondre. Si jamais on parle de l'intégration de l'intelligence artificielle au niveau de la pratique professionnelle, oui, les autres sont tous il y a une disparité très importante là, chez les autres professionnels. Là, je veux dire, on regarde juste en termes d'employés, là, on peut parler des fois, il y a des autres qui en ont 5, puis l'autre qui en a 300. Donc, il y a une capacité, mais cette capacité-là, elle reflète aussi le nombre de membres sur le terrain. Et dans la manière que le CIQ réfléchit cette question-là, on le réfléchit de manière systémique. Donc, ce n'est pas nécessairement d'aider les autres professionnels un à un, mais on se met en commun, puis on met les ressources en commun aussi parce que ce que peut-être je n'ai pas spécifié tantôt, le système professionnel est autofinancé. Il n'y a pas d'argent qui provient du public. Donc, c'est un système qui est autofinancé. Donc, des fois, il y a des projets qui sont mis ensemble et le fait qu'il y ait des plus gros ordres et des plus petits ordres fait en sorte qu'on peut travailler dans la même direction et que ça n'étouffe pas les petits membres. Je pense que à ce niveau-là, le CQ le fait déjà et on va le faire sur des éléments qui sont beaucoup plus systémiques. Donc, on parle de est-ce qu'il faut un nouveau règlement sur la responsabilité professionnelle? On va le travailler ensemble et les petits ordres n'auront pas besoin de le faire, mais les gros auraient pu le faire, mais ils décident peut-être de passer par le CQ ou non. Donc, c'est ce qui va arriver dans nos collaborations avec les autres professionnels là, et les autres acteurs du système, éventuellement. OK. C'est donc sur cette dernière question que nous allons clore cette partie de discussion. Nous remercions Jacques, Frédéric et Steve pour leurs différentes questions. Nous avons, au courant de ce webinaire, nous avons tout à tout planté le décor et le contexte de l'entrée de l'IA dans les professions. Nous avons fait un tour d'horizon sur le monde professionnel, notamment le rôle du CIQ. Nous avons présenté les différents enjeux que le rapport présente. Nous les avons présentés durant ce webinaire et nous avons élaboré quelques pistes et recommandations. Donc, nous vous remercions pour votre participation à ce webinaire. Vous avez le lien sur lequel vous pouvez accéder au rapport. Vous pouvez également l'accéder sur les différents sites, le site de l'OVIA notamment. Nous remercions particulièrement le CIQ et l'OVIA pour le soutien dans ce projet. Merci à vous et bonne journée, Monsieur Fortier. Bonne journée, professeur Jacqueline. Un mot pour la fin. Non, merci beaucoup et bonne journée à tous et à toutes. Oui, merci beaucoup de la participation, les questions super pertinentes, puis surtout, merci pour l'étude qui fait avancer la réflexion. C'est quelque chose qui, je vais dire indispensable, mais je ne suis pas très loin de qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir réfléchir à l'intégration des SIA dans la pratique professionnelle. Merci beaucoup. Alors, merci. Merci. Oui.